Alors, qui consomme des biens et des services sur le web, c'est le cas de nous tous, qualité de consommateurs, eh bien, qui consomme donc ces services, j'ai un problème avec le micro, je pense. Merci. Merci beaucoup. Qui consomme ces services a dû rapidement s'apercevoir, à un moment ou à un autre, eh bien, que le système d'information nous priait d'attester que nous n'étions pas des machines. Le système est assez original, qui veut finalement que la fameuse IHM, l'interface homme-machine, eh bien, est en pleine de virtualité potentielle. Nous autres sommes encore un peu étonnés qu'il faille indiquer à une machine que nous sommes humains, consommateurs, rassurer la machine, donc que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Alors nous autres sommes un peu étonnés. Quand je dis nous autres, j'ai en tête beaucoup de gens, et particulièrement les juristes, dont la production de droit est encore, et pour l'essentiel, artisanale, tandis qu'elle aspire pourtant ici ou là, à tort ou à raison, à l'industrialisation. La question des rapports qu'entretiennent intelligence artificielle, réparation du dommage corporel et assurance, qui est le thème que votre professeur m'a fait l'amitié de me proposer, se pose plus particulièrement depuis que la nouvelle économie, celle de la Startup Nation, celle du Big Data, celle de l'Open Data et des Legal Tech, rend possible l'algorithmisation du droit. En résumé, il se pourrait fort bien que les affaires des hommes puissent finalement être gouvernées par une intelligence artificielle et que, pour ce qui nous concerne plus particulièrement, la liquidation des chefs de préjudice puisse être bien dite à l'aide de l'outil de modélisation scientifique, et ce, par anticipation. L'anticipation, voilà probablement la clé de voûte qui ne saurait exclusivement avoir partie liée avec la cinématographie, la météorologie ou, pour les plus aventureux, la cartomancie. C'est que le désir de connaître, en fait, est irrépressible. Toutes les parties intéressées au procès, proches ou de loin, ou au précontentieux, cherchent le montant des dommages et intérêts compensatoires en jeu. Quant à l'assureur du risque de responsabilité civile, le calcul de sa provision technique ne souffre pas le doute, pas plus du reste que le calcul de la dotation générale de fonctionnement des fonds d'indemnisation et de garantie. Seulement voilà, la variance du risque de responsabilité est telle que son assurabilité est techniquement, structurellement précaire, et aussi, à titre très conservatoire à ce stade du papier, peut-on inférer de l'IA une baisse significative de la variance pour les uns et une augmentation significative et remarquable de la prévoyance pour les autres. À la question posée de savoir quel apport au singulier est-on en droit d'attendre, eh bien, de l'intelligence artificielle plaquée à la réparation du dommage, toute une série de mots peut être convoquée, lesquels, une fois regroupés, forment un ternaire: prévisibilité, facilité, sécurité, et qui participent donc plus fondamentalement de l'égalité de tout à chacun devant la connaissance. C'est ce qui sera se montrer en premier lieu, à savoir combien, et c'est heureux au fond, l'égalité apportée par l'algorithmisation du droit de la réparation, et montrer qu'elle est a priori sur le papier très profitable. Chose faite, une fois que j'aurai braqué le projecteur sur les tenants de l'intelligence artificielle, il importera en second lieu d'attirer l'attention sur les zones d'ombre et les aboutissants de l'algorithmisation de la matière, pour dire combien la dite égalité que nous avons imaginée en théorie sur le papier est trompeuse, parce que, et j'essaierai de vous l'expliquer, elle n'est que nominale. Heureuse et profitable égalité apportée par l'IA, trompeuse et nominale égalité apportée par l'IA, voilà les deux temps de ma contribution. Alors, la connaissance par toutes les parties intéressées du quantum des dommages et intérêts susceptibles d'être grosso modo alloués dans un cas particulier participe d'une heureuse et profitable égalité. L'algorithmisation, de ce point de vue, de la réparation du dommage, autorise à croire, d'une part, que l'égalité sous étude est faisable techniquement, et donne à penser, d'autre part, qu'elle est opportune politiquement. Alors, le recours à l'intelligence artificielle dans le dessein de garantir à tout à chacun un égal accès à la connaissance, nous l'avons vu, est faisable techniquement, bien que
la liquidation des chefs de préjudice corporel soit un exercice relativement complexe, qui est l'affaire de personnes sachantes, qui ne sont pas très nombreuses et pas toujours très faciles à identifier. Rares sont les justiciables qui savent que la maîtrise du droit du dommage corporel est une spécialité que peuvent renseigner quelques avocats conseils seulement et un contentieux exclusivement confié aux tribunaux judiciaires à défaut de transaction. Rares sont encore les juristes ou les personnes instruites qui peuvent, sans trop de difficultés, s'aventurer. Alors, ça ne veut pas dire, si vous voulez, qu'il n'y a pas de formation, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait aucune source doctrinale ou jurisprudentielle susceptible d'aider, bien au contraire. Seulement, voilà, la connaissance élémentaire des règles qui président à la réparation, à la liquidation des chefs de préjudice, cette connaissance élémentaire se monnaie par le jeu des formations, par le jeu d'abonnement chez les éditeurs juridiques, par le jeu du paiement des honoraires d'avocats. Tandis que, et dans le même temps, toutes les règles qui organisent le paiement des dommages et intérêts compensatoires sont désormais en libre accès. Cela a été bien vu par les faiseurs de systèmes algorithmiques qui sont très désireux de proposer à la vente quelques nouveaux services, considérant, à raison à mon avis, que la connaissance pure est à présent libre de droit. Nous y reviendrons. Pour l'heure, faute de traitement automatisé des données, ni de référentiel indicatif d'indemnisation des préjudices 2.0, toutes les personnes intéressées sont laissées à leur imagination fertile et leurs ressources techniques respectives pour gagner en efficacité. Il faut bien voir que la réparation du dommage est proprement impossible. Plaqué sur le dommage corporel pour ce qui me concerne. Elle est impossible, le dommage est irréversible, le retour au statu quo ante est illusoire. Aussi bien les opérateurs économiques, à quelques moments de la réparation, ils se placent, ils interviennent, ont-ils toujours recherché un moyen de procéder méthodiquement, tantôt pour informer, tantôt pour conseiller, tantôt pour transiger, tantôt pour juger, toujours et invariablement pour économiser du temps, entre autres. L'élaboration d'étalonnage s'est donc nécessairement faite de façon artisanale, mais confidentielle, pour l'essentiel par chacun des acteurs de la réparation. Maximisation de l'allocation des ressources oblige. Les algorithmiciens ont trouvé dans le droit un terrain très fructueux d'expérimentation. Les juristes, à tantinet conservateurs, ont résisté d'abord. Ils continuent du reste de résister toujours en repoussant les tentatives, la tentation de l'algorithmisation et de soutenir au soutien de l'empêchement du droit 2.0, et bien que le droit, c'est l'affaire des seules femmes et hommes passés grands maîtres dans l'art de liquider les chefs de préjudice corporels et de garantir le principe de la réparation intégrale. De sorte que existe tout système automatisé, algorithmisé, peu importe, c'est l'homme et la femme, maîtres dans l'art de procéder, qui doit avoir le premier et le dernier mot. Mais si vous voulez, aussi vertueuse soit la démarche des conservateurs, qui est animée par le désir de protéger au mieux les victimes, je vous pose la question, n'est-il pas douteux, au XXIe siècle, qu'on puisse continuer de s'opposer à toute invention qui participerait d'un égal accès à la connaissance des règles qui précisent à la résolution d'un problème? Je pose la question. Car ce dont il est question en vérité, c'est-à-dire que d'ingénieux informaticiens accompagnés d'audacieux juristes ont fait le pari que l'algorithmisation du droit n'était pas une lubie de chercheurs désœuvrés et un tantinet trop aventureux, mais une innovation de rupture. Une remarquable innovation de rupture. Innovation qui se caractérise par la modification d'un marché en l'ouvrant en plus grand nombre. Il faut bien voir que le droit aspire naturellement à l'algorithmisation. On l'a montré ailleurs, la structuration de la règle juridique est de type binaire, qualification juridique, régime, principe, exception, droit public, droit privé, etc., etc. La révélation, dans le cas particulier de la règle de droit et douane, est mathématique. Pourquoi je vous dis cela? Parce que ça suppose,
pour dire le droit, eh bien, d'avoir employé quelques méthodes éprouvées d'exploration et de résolution des problèmes qui sont au cœur de la formation des uns des autres et qui, en réalité, est le cœur des difficultés que vous rencontrez à la faculté. Ce n'est pas l'accès à la règle qui est difficile, c'est son algorithmisation, c'est la compréhension fine de la modélisation. Ainsi présenté, le droit ressemble au langage des microprocesseurs des ordinateurs, au code qui est utilisé dans les technologies de l'information et de la communication. Le juriste et l'informaticien, le législateur et l'ingénieur ne parleraient-ils pas le même langage en fin de compte, ou à tout le moins un langage plus commun qu'il n'y paraît de prime abord? En résumé, l'algorithmisation sous étude participe très certainement d'un égal accès à la connaissance. Non seulement c'est techniquement faisable de le garantir, mais plus encore, il est peut-être politiquement opportun de procéder. Les industriels n'ont pas manqué de relever le caractère assez artisanal de nombreux pans, pour ne pas dire de chaînes, de production du droit. Dans le même temps, jamais le volume des données disponibles en France et mis à disposition pour une utilisation gratuite n'a été si grand. Tous les JFrance, tous les arrêts de la Cour de cassation, toutes les décisions du Conseil d'État sont en open data. Et dans quelques mois, ce sera également le cas des arrêts rendus par les cours judiciaires d'appel. Et c'est sur cette pente, en fait, que le gouvernement a publié un décret en mars 2020 intitulé ou dénommé DataJust, peut-être en avez-vous entendu parler, qui a pour finalité le développement d'un algorithme destiné très précisément à permettre l'élaboration d'un référentiel d'indemnisation indicatif des préjudices corporels. Peu important, si vous voulez, les critiques qu'avec d'autres, on a pu formuler quant au déploiement du dispositif. L'intention est des plus intéressantes. D'ailleurs, le Conseil d'État a été saisi de la légalité du décret et la haute juridiction administrative n'a rien trouvé à redire dans le cas particulier et avait validé en quelque sorte, considérant qu'il n'y avait pas là le besoin de pousser le cri d'orfraie si fort qu'il faille écarter DataJust. Alors étonnamment, le gouvernement, le ministère de la Justice, le 13 janvier dernier, a pourtant fait machine arrière et a renoncé pour l'instant à son algorithme. Que l'algorithmisation de la réparation du dommage corporel fasse naître quelques craintes. Que la méthode employée soit critiquable. Personne n'en disconviendra. Il faut bien voir que pratiquer une IA dans notre cas particulier, c'est toute une entreprise, à savoir renseigner la créance de réparation de la victime et la dette de dommages et intérêts du débiteur et de son assureur. En bref, pratiquer dans notre matière une intelligence artificielle, c'est dire du droit assisté par ordinateur. Peut-être du reste, possiblement faire justice. Que l'IA participe du règlement amiable des différends. Chacun étant peu ou prou avisé de ses droits et obligations respectifs, admettons. Que partant le référentiel d'indemnisation, dans mon cas particulier, soit l'occasion de désengorger les tribunaux. C'est le sens du reste de la prescription du gouvernement. Très bien. Seulement voilà, toute cette ingénierie n'est acceptable que pour autant que l'algorithmisation de la réparation ne soit pas l'affaire des seuls opérateurs économiques privés, s'entend. Il est des plus opportuns que l'État s'applique à développer un algorithme ou à réguler ou à contrôler les modèles mathématiques existants. Service public du droit et de la justice oblige. Pourquoi je vous dis cela? Parce que la nature exècre le vide. Et les systèmes algorithmiques à visée indemnitaire ne sont plus du tout underground. Ces dispositifs algorithmiques sont extrêmement développés et relativement fructueux, à telle enseigne qu'on gagne probablement, lorsqu'on n'est pas trop avisé, à plus volontiers les utiliser que se perdre dans les publications intentionnées classiques sans préjuger de leur qualité, si vous voulez. Publications sur les barèmes, les nomenclatures, les référentiels. Le problème, c'est que ces systèmes d'information ne sont pas régulés. Or, je le redis, ces systèmes sont des dispositifs à minima d'aide à la décision
judiciaire, juridique, juridictionnel. Et donc, sous couvert de participer, si vous voulez, à la défense d'un égal accès à la connaissance de tout à chacun, qu'est-ce que font ces legal startups? En fait, elles pourraient donner à penser aux victimes, à celles et ceux qui pratiquent les algorithmes, que le droit serait quelque chose de très fruste, à savoir une suite sans discontinuité ni rupture de règles élémentaires qui peuvent tout à fait être modélisées à la manière de 1 et de 0, if, then. Et alors, chose faite, si c'est l'idée qu'on se fait de la matière juridique, à la fin de l'histoire, j'ai entendu tout à l'heure la dialectique du fort et du faible. C'est le fort, seul le fort, c'est-à-dire celui qui a la connaissance du droit et la puissance rhétorique qui sera déjouée. La programmation algorithmique, la promesse 2.0. La prudence est donc de mise. C'est ce qu'il importe à présent d'aborder dans le temps parti, bien entendu. À savoir qu'à la différence de l'ordre juridique, l'ordre numérique, qu'on n'a pas clairement identifié, mais qui sourde, eh bien, ne promeut pas une bien trompeuse égalité nominale. L'égalité nominale d'accès à la connaissance est trompeuse pour deux séries de raisons. D'une part, l'accaparement de l'algorithmisation par les juristes et plus généralement par toutes les personnes intéressées est vraisemblablement tronqué. C'est ce par quoi je vais commencer. Et d'autre part, le chiffrement des règles de droit qui a été réalisé par les algorithmiciens est très possiblement biaisé. L'accaparement par tout à chacun des référentiels indicatifs d'indemnisation, pour braquer le projecteur sur ce cas particulier, des préjudices corporels, peut être tronqué en ce sens que si la réparation algorithmique lève l'asymétrie d'information, facilite la liquidation des chefs de préjudice, eh bien, le trait qui sépare simplification et simplisme n'est pas très épais. Prenons garde donc à ce que, sous couvert de facilitation, il ne s'agisse pas en réalité de supplantation purement et simplement de l'homme, de la femme, par la machine. La réparation algorithmique, elle a un mérite indiscutable, elle simplifie très notablement la recherche de la vérité. Pendant que nous ne perdons pas de vue ce qui se joue, elle réduit les coûts de production. Mais à la manière d'un code juridique qui est imprimé par un éditeur dont le maniement des notes sous articles est des plus commodes pour le spécialiste, mais se révèle en fait être un terrible faux ami pour celui qui s'y aventure à l'occasion, le code informatique pourrait tromper les utilisateurs les moins avertis, qu'ils soient juristes ou qu'ils soient profanes. Il y a donc, vous voyez, comme un miroir aux alouettes, il y a quelque chose d'assez trompeur dans le dispositif d'utilisation extrêmement élémentaire qu'on nous propose. On écrit, comme pour nous rassurer d'ailleurs, que les référentiels, les barèmes, tous ces outils plus ou moins savants, plus ou moins élaborés, eh bien, ne sont qu'indicatifs. Qu'on se rassure, ce ne sont que des vadémécums, des guides ânes. Il est bien sûr pourtant que le savoir algorithmique, il est performatif. Le savoir algorithmique modifie la réalité. Il donne à voir la réalité telle que la programmation s'est donnée à lui. Et si vous voulez, les experts médicaux, par exemple, qui pratiquent ces dispositifs, eh bien, se départissent mal des gradations des atteintes renseignées dans leur livre de travail. Il y a donc à craindre que le juriste expert ne fasse pas mieux lorsqu'il cherchera à monétiser les chefs de préjudice à l'aide de l'algorithme. Ce qui posera ensuite un problème que les avocats de défense des victimes et que les assureurs connaissent bien, à savoir la personnalisation des dommages et intérêts compensatoires. Mais il y a plus fâcheux encore parce que ce premier risque est connu. Et comme il est connu, chacun des acteurs y est attentif. C'est que le chiffrement des règles juridiques, c'est ce sur quoi je braquerai pour finir le projecteur, le chiffrement des règles juridiques est possiblement biaisé, tandis que les intelligences artificielles destinées à suggérer le droit sont des systèmes à haut risque, au sens de la proposition de règlement dont on a parlé un petit peu tout à l'heure du 21 avril 2021 de la Commission européenne sur l'usage de l'IA.
On a donc là un effet ciseau qui est aussi remarquable qu'il prête à discussion. Si vous voulez, tant que les machines, on nous a rassuré un petit peu tout à l'heure, tant que les machines ne penseront pas par elles-mêmes, l'implémentation des données sera encore la responsabilité de femmes et d'hommes rompus à l'exercice. L'interface homme-machine, l'IHM, suppose l'association de professionnels avisés des systèmes complexes, qu'ils soient juridiques ou qu'ils soient numériques. Il importe donc que la qualité respective de celles et ceux qui ont été en responsabilité pour écrire le code, et bien que la qualité de ces hommes et ces femmes soit connue de leurs utilisateurs, que la représentativité des intérêts divergents, qui l'intérêt des victimes de dommages corporels, qui l'intérêt des régleurs, qui l'intérêt des fonds d'indemnisation et de garantie, que ces intérêts-là soient représentés. Il faut encore, si vous voulez, que… oui, pardon, pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il faut avoir à l'esprit que les informations qui sont renseignées par le système d'information, une fois que la requête a été écrite, ce qu'on appelle l'output, la donnée qui est sortie. Ces informations sont nécessairement corrélées, ça a été dit tout à l'heure, par les données qui sont entrées. L'input. C'est très précisément là que réside le biais méthodologique et le risque que représente la réparation algorithmique du dommage corporel. Biais et risques qui me font dire que l'égalité d'accès à la connaissance, cette égalité n'est que nominale ou apparente en fait. En bref, si vous voulez, il importera, si cette machine a vocation à prospérer dans notre discipline, ces machines, il nous importera, nous autres les juristes, de toujours rechercher qui a la responsabilité de sélectionner, puis de rentrer la donnée pertinente et au terme de quel protocole. C'est ce qu'on appelle l'indexation, techniquement. C'est-à-dire que les données primitives qui sont exploitées par l'algorithme doivent être connues des utilisateurs. Une révision des contenus doit être programmée. Des évaluations et des crash tests doivent être faits, entre autres conditions. Il ne faut jamais perdre de vue, ça n'engage que moi, que la puissance normative de la modélisation mathématico-juridique est susceptible de nous échapper pendant que les biais algorithmiques sont extrêmement grands. En guise de conclusion, à la question de savoir quel est l'apport de l'IA en droit de la réparation du dommage corporel, l'égalité d'accès à la connaissance est une première réponse sur laquelle on doit pouvoir à peu près tous s'entendre. En revanche, à la question de savoir si l'algorithmisation est de nature à faciliter le travail des sachants ou bien à les supplanter, le doute est de mise. Qu'est-ce que certains vont soutenir? Certains vont soutenir qu'il n'appartient pas à la raison mathématique de gouverner les affaires humaines. Que le droit est un art subtil qui échappe encore à la machine, qui consiste à concilier deux impératifs antagonistes ou complémentaires, c'est selon. La sécurité, pour permettre une prévisibilité suffisante de la solution, et la souplesse, pour permettre son adaptation à l'évolution sociale, et que partant, la mathématisation dans notre matière est proprement illusoire. D'autres, plus aventureux peut-être, soutiendront que l'algorithmisation, aussi imparfaite soit-elle en droit, n'est pas praticable en économie parce qu'elle participe de l'inflation. Comment ça, allez-vous me dire? Eh bien, parce que les parties intéressées, toutes celles et ceux qui utiliseront le système algorithmique, seront renseignés d'une hypothèse de chiffrement, d'une hypothèse de dommages et intérêts compensatoires. Et c'est là que le caractère performatif est piégeux, parce que la tentation sera la suivante. C'est tandis qu'on peut aller en deçà. Loi de Casanova, comment résister à la tentation, si ce n'est d'aller au-delà. Donc, c'est un caractère inflationniste. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de professionnels de la couverture du risque n'en veulent pas. Alors, les arguments des uns des autres renferment une part de vérité, et puis nous pourrions disserter, j'imagine, bien volontiers. Ceci étant, si l'on considère, si vous voulez, qu'il n'est pas déraisonnable du tout d'imaginer que le mouvement
d'algorithmisation du droit, et plus particulièrement de la réparation du dommage corporel, a vocation à s'amplifier, une nouvelle question doit alors se poser. Je la formule ainsi. Veut-on que du droit soit suggéré par des algorithmes privés, faiseurs de loi, ou veut-on un législateur faiseur d'algorithmes publics? Je vous remercie de votre attention. Je vous ai dit ce que m'avait inspiré le sujet cet après-midi. Merci beaucoup.